Eh bien, bonsoir à tous. Nous sommes lundi, il est 18h30, 31 quasiment, et je suis ravi de vous retrouver pour notre dernière, finalement, la série qui nous a permis de faire le tour de France des vignobles à travers les interprofessions, et que je remercie beaucoup, et puis 20 sociétés, et puis bien entendu également Marion Château, de toute l'équipe avec laquelle on a créé un verre, une assiette. Et je suis ravi d'être avec vous ce soir. Vous êtes déjà très nombreux. Ça ne m'étonne pas parce que le sujet est pertinent. Ce soir, on va partir de on va boucler notre tour de France. Et on va partir dans le Jura, magnifique région. Et je voudrais vraiment saluer mes amis sommeliers du Jura, Philippe Troussard et sa famille, son équipe, mais également l'ensemble des membres de sommeliers du Jura. Margot Carlier qui travaille avec lui également et qui est une fidèle aussi de la sommellerie et des Insta Live que nous faisons. L'Union nationale française, bien entendu. Et puis l'interprofession du Jura qui nous a régalé ce soir parce que franchement, ils nous ont apporté des jolis flacons que vous allez découvrir avec moi dans un instant. Et ce soir, nous avons un invité d'honneur. On va essayer de voir s'il arrive à nous rejoindre. Nous l'espérons tous en tout cas, puisque nous avons avec nous ce soir Michel Onfray. Michel Onfray, voilà, que vous connaissez tous et que je vais vous présenter dans quelques instants. Dès qu'il arrive, on espère que ça va fonctionner. Sinon, ne nous envoyez pas, on va essayer de le rappeler et se mettre en contact avec lui. Mais normalement, donc, ça devrait fonctionner, on l'espère, avec notre ami Michel Onfray. En tout cas, c'est le Jura. Le Jura. Bonsoir Michel. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, merci. Et vous? Bon, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un vrai plaisir, c'est un vrai bonheur déjà de vous avoir avec nous et de parler d'une région qu'on adore, puisque ce qui nous rassemble ce soir, notamment, c'est le Jura. Et je crois que vous êtes assez fan de vin du Jura. Oui. Mais pas que, hein, parce qu'on vous connaît, bien entendu, parce que vous êtes assez médiatique, on vous voit à la télé, on vous écoute à la radio, on vous lit dans les journaux. Vous avez écrit un certain nombre d'ouvrages, je crois une centaine d'ouvrages, donc il y a beaucoup, bien entendu, de gens qui vous lisent en tant qu'auteur. Ce que j'aime beaucoup chez vous, parce que j'ai eu la chance de vous croiser quelques fois dans ma vie, de vous accueillir ici au bistrot du Sommelier un jour où il y avait un peu plus de monde qu'aujourd'hui. C'était une autre époque, mais ça va revenir, hein. On y croit tous les uns et les autres. On a partagé aussi des bons moments avec l'amateur du vin de Bordeaux, ou différents moments comme ça. Vous êtes philosophe, ça tout le monde le sait, c'est une des entités qui vous caractérise le plus. Mais vous êtes surtout épicurien, hédoniste, et entre l'épicurien et l'hédoniste, entre le plaisir et le bonheur, c'est un peu ce qu'on va essayer de, peut-être modestement, mais de définir ce soir. Parce que c'est vrai que ce sont des notions qui nous rassemblent, des notions qui rassemblent aussi les sociétés qui s'identifient justement à ces valeurs-là, et le vin et la cuisine, plus largement, la gastronomie dans son ensemble, est un bon fédérateur justement social. Et dans une époque où on nous demande par obligation une certaine distanciation, c'est un sujet que je souhaitais aborder avec vous. Merci d'être avec nous, Michel. Je vous en prie, merci pour votre invitation. Alors, cet amour de la vie, parce que finalement, c'est ça, l'épicurisme et l'hédonisme aussi. C'est l'amour de la vie, c'est l'amour des autres, c'est la rencontre avec à la fois sûrement des gens, des terroirs, à travers notamment le vin. Et finalement, comme le disait Claudel, c'est aussi beaucoup la rencontre avec soi-même. Parce que apprendre à apprécier, apprendre à connaître, c'est apprendre à mieux finalement se ressentir, mieux se connaître soi-même. Oui, alors vous savez, c'est d'abord une histoire entre soi et sa mère, je pense, parce que je me souviens que quand j'avais découvert Sous le signe du lien de Boris Cyrulnik, j'avais fait un grand usage de cet ouvrage auprès de mes élèves de classe terminale dans un lycée technique, et j'avais découvert, j'aime beaucoup Boris Cyrulnik, il se fait qu'on se voit régulièrement, il était un homme vraiment très sympathique, et il expliquait quelque chose d'étonnant, c'est que dès le ventre de la mère, les petits bébés, les enfants qui sont nés à Marseille, du côté de Marseille, n'ont pas la même réaction quand ils sont devenus des adultes en présence d'un aïoli qu'un bébé normand, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a une imprégnation dans le liquide amniotique qui fait déjà beaucoup de choses. Dire les plaisirs et les déplaisirs. On peut se dire de temps en temps, c'est drôle, je n'aime pas la flûte traversière, mais j'adore le violoncelle, j'aime le jazz, mais je n'aime pas la musique classique. Et on ne fait pas d'études sur le jugement de goût. Alors que si on faisait vraiment des études sur le jugement de goût, on pourrait voir effectivement que dans ce que la mère aura mangé,
mais dans ce que la maman aura senti. Les effluves, c'est de la matière, hein, on est dans les particules. Eh bien, il se passe déjà quelque chose dans le ventre de la mère. Et puis après, il faut être éminemment proustien, c'est-à-dire que j'ajoute pour le coup à ma mère mon père, qui était déjà là, parce que si j'étais dans le ventre de ma mère, c'est qu'il n'y était pas pour peu. Et donc, on se retrouve après avec un jardin potager, avec des carottes qui ont des goûts de carottes, avec des œillets qui sentent, des œillets de poète qui sentent bon le parfum de l'œillet. Et puis on a le dimanche le crépitement du rôti dans le four, et puis les bonnes odeurs de sauce, etc., etc. Et je pense que le jugement de goût s'effectue dans ces moments-là. Ce qui fait qu'un jour, on se met à boire un vin, on nous le raconte, et j'ai eu la chance d'avoir des vrais initiateurs, à l'amateur de Bordeaux, Michel Guillard par exemple, bien sûr, mais mon ami Denis Mola, beaucoup, qui m'a fait goûter tous les grands vins du monde, ou presque, il m'en reste quelques-uns, évidemment, à goûter ou à découvrir. Et après, effectivement, on met des mots, on explique, on raconte, on apprend la vinification, les cépages, les assemblages, les vieillissements, puis les techniques. Alors, ce qui fait la spécificité justement du vin de Jura, ou pourquoi un Bordeaux n'est pas un Bourgogne, ou ce qui distingue un vin californien d'un vin sud-africain. Ces choses-là, après, on les apprend. Mais on les apprend parce que précédemment, on aura été initié par le monde, d'une certaine manière, dès le ventre de la mère, dès le potager, dès la cuisine familiale. Mais c'est la nature humaine d'être un peu cette éponge qui absorbe effectivement un certain nombre de choses et qui finit par les trier aussi en fonction de sa culture, en fonction de ce qu'il reçoit, en fonction de finalement ensuite ce que l'on recherche. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont vous avez abordé le sujet, même avant la naissance, finalement, effectivement, dans le ventre de sa mère. On est déjà plutôt huile d'olive ou beurre, en fonction effectivement de la Normandie ou de la Provence. Et effectivement, l'aioli, qui est un bon exemple, n'est pas quelque chose et même avec le temps. Moi qui suis né à Marseille, je sais de quoi on parle. Oui. Mais vous qui êtes normand, mon cher Michel, parce que vous êtes né dans l'Orne, effectivement, quand même, on peut quand même se mettre autour de la même table. Hein. Oui. Ce sont des beaux sujets de conversation, justement. Oui, parce qu'on aura justement partagé la même culture. C'est-à-dire qu'on voit bien, moi j'ai écrit un livre qui s'appelle Décadence pour montrer que notre civilisation judéo-chrétienne est en train de s'effondrer. C'est une civilisation de l'alcool. C'est pas exactement la civilisation de l'islam. Et si on ne s'enivre pas avec du vin, on s'enivre avec d'autres choses ou avec d'autres transports. On a d'autres transports. Mais je pense que le vin, qui n'est pas absent, comme vous le savez évidemment très bien, comme tout le monde le sait, comme tous ceux qui le savent, mais le vin joue un rôle important dans le christianisme. La couleur du vin, c'est le sang du Christ, c'est l'annonce de la passion, enfin bon, et puis tout le travail qui permet l'élevage du vin, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait avec le simple jus d'un raisin, un breuvage qui va être sublime, c'est très métaphorique en même temps. Hein, vous savez, les évangiles, c'est une somme d'allégories. Donc oui, on est dans une civilisation qui fait qu'il y a la part de nature, il y a la part de culture. La part de nature, ce sont les parents qui nous éduquent même parfois leur corps défendant. Et puis la part de culture, c'est qu'un jour, quelqu'un nous dira mettez votre nez dans ce verre, dites-moi ce que vous y trouvez, et puis goûtez-moi ceci, puis goûtez-moi cela. Puis à un moment donné, on va dire coup de foudre pour ce vin ou moins d'intérêt pour tel autre. Et on verra avec les vins de Jura qui, effectivement, sont entrés en résonance avec ma psyché, on dira. On va dire ça comme ça, parce que c'est vrai que les vins du Jura sont quand même très particuliers. C'est ce qui les caractérise, à travers un terroir qui n'est pas très grand, parce que c'est un des plus petits vignobles de France, le Jura. Oui. Et c'est un qui est parmi qui représente la plus grande diversité. Parce qu'on a des vins effervescents. Là, j'ai par exemple un crément du Jura, du domaine Martin Faudot, Arbois. C'est un rosé, mais il y a des créments bien entendu blancs. Il y a des vins blancs traditionnels. Il y a des vins blancs plus particuliers, voilà, un peu typés. Il y a des fameux vins jaunes, le vin de paille. Il y a des rosés, il y a des rouges légers, des rouges plus puissants. Donc on a vraiment une gamme extrêmement étendue finalement sur un tout petit territoire et avec une identité très forte qui est due à la fois à une géologie particulière avec des calcaires, des marnes bleues, enfin, vraiment il y a une grande diversité de géologie dans ce fameux Jura. Et puis il y a également un certain nombre de cépages, dont un qui est le savagnin, qui est effectivement un cépage particulier. C'est pas évident pour un jeune dégustateur finalement d'apprécier ces vins-là qui ont un fort caractère. Vous, comment ça s'est passé votre première rencontre avec les vins du Jura?
Écoutez, il y avait, je vais rendre hommage à Michel Bruno, qui est un ami cher et qui a eu un restaurant formidable qui s'appelait La Bourride à Caen. Et c'était Ouais. le grand. Vous avez connu Michel? J'ai connu, oui, j'ai connu la Boride, c'est tellement très belle, c'était un très bel endroit. C'est un fou, Michel Bruno. C'est toujours un ami, mais je veux dire que c'est un fou génial. Enfin, je veux dire, il m'a fait goûter des choses extravagantes. Enfin, il testait parfois certains de ses plats sur moi et quelques amis. Et puis un jour, je suis allé, mais là, on n'était pas encore devenus amis. J'avais écrit en 89 un livre qui s'appelait Le ventre des philosophes, et France 3 avait fait un sujet avec moi. Il m'avait dit, ouais, on pourrait peut-être faire un truc chez Michel Bruno. Et puis on avait mangé un petit bout de foie gras, et ce jour-là, on est devenus amis. Et donc, là, cette fois-ci, j'y étais allé avec mon compte personnel, avec mon argent personnel, et dans la carte, pour choisir un vin, je me suis dit, je ne connais pas le vin de Jura, je vais essayer. Et avec Michel, enfin, je veux dire que, enfin, j'allais dire Fanfan, mais c'est sa femme qui s'appelle Françoise, qui m'avait dit, bon, vous connaissez? Je dis, non, non, attention, hein, parce que je vais vous le servir, mais quand vous allez le goûter, vous n'allez pas, le renvoyer, hein, parce que vous allez me dire que ça a goût de vinaigre, vous allez me dire que ceci, cela, tout ça. Si vous ne connaissez pas, vous risquez d'être déçu, vous prenez le risque, mais etc. Allons-y. Et j'ai eu un vrai coup de foudre. Parce que, alors là, je ne connaissais pas bien les Bordeaux, parce que je n'avais pas encore rencontré mon ami Denis Mola. Mais il se fait que c'est un vin qui a, avec le temps, un rapport qu'aucun autre vin n'a. Enfin, il y a certains vins, le Yquem par exemple, ou des Tokai de Hongrie, ont ce rapport au vin. Mais il y a dans ce vin, d'abord, je ne vais pas faire un cours, hein, tout le monde sait ce que sont les vins de Jura, mais je veux dire, cet oubli qui fait qu'avec le voile, on obtient ce vin qui a une structure plus chimique qu'une structure qu'on dira œnologique. C'est-à-dire, on se dit, mais on a presque un vinaigre, d'une certaine manière. On se dit, mais si chimiquement c'est un vinaigre, qu'est-ce que ça donne dans la bouche? Et ça donne quelque chose qui est incroyable en, je dirais en authenticité, en vérité. Je fais attention à ces mots-là, mais je ne pense pas que ce soit des vins qui puissent mentir. Alors que des Bordeaux et des Bourgognes peuvent mentir, les vins américains savent mentir superbement, mais vous avez là une espèce de vérité directe parce que c'est un autre rapport au temps. On sait que ces vins-là sont capables de vieillir un siècle et que, effectivement, les effets du temps ne sont pas les mêmes sur un vin qui peut vieillir un siècle que sur des vins qui vont tenir le coup 10 ans, 15 ans, et des grands vins, on nous dit il faut les boire tout de suite, ils ont 20 ans, 10 ans. Qui plus est, avec le libéralisme qui fait aujourd'hui qu'on consomme très vite les vins, jadis on avait une femme pour la vie, plusieurs maîtresses entre deux, mais une femme pour la vie, et puis on faisait une cave, et puis on avait des enfants, c'était une famille, la cave était héritée, donc on achetait des vins pour ses enfants, et puis les petits-enfants buvaient les vins que le grand-père avait achetés, et on avait parfois des vins qui avaient 30 ans, 40 ans, on faisait souvenir du grand-père, et puis souvenir familial, etc. Aujourd'hui, 90% des vins sont bu dans la semaine qui suit leur achat. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, vous m'apprenez le chiffre. Voilà. Mais parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de cave, enfin pas plus de cave ni de snow, on habite dans des endroits où c'est bétonné, bitumé, cimenté, parce que les familles explosent, il n'est pas rare qu'on épouse une, deux, trois personnes dans sa vie, parce que les enfants vont, viennent, n'aiment pas forcément le vin, donc il y a une culture du vin qui a disparu, et cette culture, elle fait du mal d'une certaine manière au vin de Jura, parce que les vins de Jura prennent date, alors que d'autres vins ne prennent pas date. Et ils prennent date aussi sur celui qui les boit. C'est-à-dire que quand on les goûte, il y a une espèce de longueur en bouche qui est incroyable. Et puis, il n'y a pas une caudalie avec juste un petit effet comme ça. Vous dites, oh, vous avez vu la violette là dans ce vieux Pétrus? Oui, formidable. Sauf que quand vous êtes avec un Manjura, vous avez une explosion, puis une deuxième explosion, puis une troisième explosion. Puis ce sont des choses différentes. Ce ne sont même pas des variations sur un même thème, mais il y a une espèce de puissance incroyable. Je pense qu'on ne peut pas mentir quand on produit ce genre d'effet. On peut fabriquer des trucs avec des bois vanillés, on peut fabriquer des trucs avec des ajouts, ce genre de choses dans d'autres vins. Ici, ça n'est pas possible, ça n'est pas pensable. Donc, c'est un vin qui dit, prenez le temps, nous avons le temps, nous avons au moins un siècle devant nous. Ça n'est pas dans l'esprit de l'époque, qui veut que ce soit vite fait, bien fait, vite bu, et puis vite consommé, parce qu'on consomme une bouteille, une étiquette plus qu'une bouteille, souvent. Et là, il y a quelque chose qui est une vérité, une authenticité qui me plaît beaucoup. Alors, je me suis promis depuis très longtemps de rendre hommage publiquement au vin de Jura. J'avais envie de faire un livre il y a très longtemps que je n'ai pas fait, on n'a pas trouvé le temps de le faire. Et puis après, il va falloir que j'y aille, que je vois des gens qui me racontent tout ça. L'avenir nous appartient, mon cher. Oui, on fera ça. Voilà. On peut même y aller un jour ensemble. Ah, bah avec plaisir. Et voir Philippe Troussard, le président des sommeliers du Jura, justement, Caudalie, vous évoquiez ce terme, qu'il a une fameuse longueur en bouche.
Oui. Arbois. Arbois qui est un endroit magnifique. Moi, j'ai eu le plaisir d'être le parrain de la percée du vin jaune il y a quelques années. Oui. Et ça avait été un moment juste extraordinaire d'échange, de partage et de très belles dégustations, y compris des vieux millésimes. Déjà, le vin jaune, là j'ai un Château Chalon par exemple, là. Alors celui-là vient de chez Mouillard, mais il y en a plein d'autres, Mac et les autres, enfin il y a beaucoup de bons producteurs à Château Chalon. C'est 6 ans et quelques mois, 2-3 mois de vieillissement minimum avant la mise en bouteille et la commercialisation. Et souvent c'est bien davantage. Là on est en 2012, il a déjà donc 9 ans, et c'est celui qui est commercialisé aujourd'hui. Donc effectivement, on prend le temps, parce que c'est nécessaire pour que effectivement l'effet du voile fasse l'essentiel, j'ai dire, du travail sur le goût. Et ces arômes particuliers qui sont déroutants. Hein. Moi, la première fois que j'ai goûté un vin jaune, j'étais juste jeune sommelier. C'était la première fois que je goûtais un vin jaune. Je me suis dit, on m'a fait une blague. C'est un vin qui a un problème, etc. C'était éthéré. Il y avait ces parfums très très forts d'oxydation maîtrisée, puisque c'est effectivement une oxydation aménagée qui filtre doucement cette terre pendant ce laps de temps de vieillissement, ces années, qui donne ce goût particulier. Et effectivement, on flirte avec la fragilité et en même temps une pérennité. C'est quand même extraordinaire. Et le temps de garde est un siècle, et peut-être même davantage, hein, on ne sait pas, parce qu'on n'est pas toujours là pour les goûter un siècle après. Mais en tout cas, il y a effectivement ce potentiel qui est juste extraordinaire. Et quand je l'ai senti avec ces parfums de noix, d'amandes, d'agrumes, voilà. Parfois de crème. Exactement. Ouais. Je me suis dit, c'est sûrement un vin moelleux. Et quand j'ai pris ce vin jaune au palais et que son acidité, sa puissance m'a complètement déstabilisé, je me suis dit, est-ce que je le bois ou est-ce que je le crache finalement? J'ai décidé de le boire et je ne le regrette pas. Et d'autant plus que seul, c'est pas évident, surtout en initiatique. C'est vraiment un coup de poing quasiment dans le palais. Mais si on mange quelque chose d'adapté, là tout de suite, ça ouvre un spectre gustatif qui n'a rien à voir. Et notamment le comté. C'est vrai que c'est presque évident. D'ailleurs, j'ai prévu, j'espère que vous avez fait la mise en place aussi de votre côté, Michel. Mais j'ai prévu, sinon, il faut venir me rejoindre. Hein. J'ai prévu un morceau de comté quand même pour pouvoir faire un petit peu l'apéro avec ce vin jaune. Et ce Château Chalon qui est le cœur même de l'historique, parce qu'à Château Chalon, on ne fait que du vin jaune, alors qu'on peut faire du vin jaune dans les autres appellations qui sont Côte du Jura, Arbois, l'Étoile, et puis également Arbois Pupillin, pour une petite nuance du village de Pupillin. C'est toujours cacheté à la cire, quasiment tout le temps. C'est dans une bouteille spéciale, Clavelin. Le Clavelin, et qui fait 62 centilitres. C'est une exception, la norme européenne de 75, parce qu'effectivement, c'est la fameuse part des ans. Il faut imaginer qu'en 6 ans, il y a une partie qui disparaît quand même. Hein. Et quand on ouvre une bouteille de vin jaune, qui est bouchée à la cire comme ça, il ne faut pas casser la cire. Hein. Il faut piquer directement la vrille comme ça, à travers la cire, justement, pour pouvoir ensuite pénétrer dans le bouchon, gentiment, mais sûrement. Et ensuite, on vient essayer de décoller comme ça le bouchon. Et le bouchon, effectivement, en sortant, sert d'emporte-pièce pour pouvoir effectivement se faire ça très proprement, très élégamment, et pas en mettre de partout, comme parfois on peut être amené à le voir ou à le faire. Voilà, et comme ça, le bouchon sort tranquillement et la bouteille est prête à être servie. À température. Et à température et pas fraîche. Et exactement. À température ambiante, l'idéal, c'est autour de 14-15 degrés. C'est parfait. Et puis ensuite, après, on a dans le verre un vin juste exceptionnel. Hein. Je ne sais pas si on voit bien à l'écran, mais la couleur, effectivement, plus jaune, plus dorée que notre type de vin, parce qu'il y a cette oxydation maîtrisée pendant ces 6 ans et quelques. Il y a le temps ensuite dans la bouteille. Et puis, c'est un vin très identitaire. Parce que tous les gens qui ont mis le nez dans un vin jaune du Jura reconnaissent un vin jaune du Jura. C'est tellement particulier. Et les parfums que j'ai évoqués tout à l'heure sont très présents. La noix, bien sûr,
l'amande, le zeste d'agrumes aussi ici. Voilà, ces parfums un peu, effectivement. Alors, c'est un boisé diffus parce que c'est surtout une micro-oxygénation qui s'est opérée pendant tout ce temps, qui permet effectivement d'avoir un spectre aromatique très large et surtout très stable. On peut le regoûter plusieurs jours après dans le verre. Il sera encore magnifique à goûter et à boire, bien entendu. Oui, c'est ce que j'aurais ajouté. Le rapport au temps, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'il prend le temps, mais en même temps, dès que vous l'avez ouvert, vous pouvez même, moi, enfin, c'est Michel Guillard qui m'avait expliqué tout ça avec Jean-Paul Kaufmann, mais on pouvait même laisser la bouteille ouverte et, sur la desserte et s'en servir 5 ou 6 jours. Ça ne posait aucun problème, on pouvait toujours le boire, il était toujours prêt, toujours là. C'est peut-être même mieux encore. Pardon? C'est même mieux de le Oui, laisser s'oxygéner pendant quelques jours. Et effectivement, c'est une sorte de prouesse œnologique, quelque oui, part, oui. due Mais on- à souvent au départ, c'était pas prévu de faire ça. On a attendu parce que les gens n'étaient pas là pour tirer le vin, etc. Il y a eu des voilà, guerres, de des épidémies, religion, il y a eu différentes choses voilà. qui ont fait que, effectivement, voilà, on a subi. Quand on est revenu, on a dit, c'est comme les vendanges de raisins botrytisés à Sauternes ou ailleurs, hein, ou à Tocaille. Le Seigneur n'est pas là, on ne vendange pas. Qu'est-ce qu'on fait du raisin quand il est pourri après? On va Mhm. peut-être s'en servir. Et finalement, le hasard de la vie fait que de temps en temps, on a effectivement de très très belles créations. Moi, j'avais fait parce que je suis curieux de vos assemblages, enfin de vos assemblages de solides. J'avais fait un jour un poulet en croûte de sel à la vanille. C'est-à-dire vraiment avec des gousses de vanille dans le poulet, croûte de sel. Et j'avais fait une expérience pour pouvoir boire des vins qu'on boit difficilement avec des volailles. Par exemple, c'était Ikem. J'avais fait un Ikem pour aller avec Oui, oui, ce plat que j'avais inventé. Eh bien, ça marchait aussi très bien, le vin de Jura. absolument. Parce que la La vanille était volaille, bonne. la volaille, pardon, Michel, la volaille, et notamment la volaille de Bresse, on est dans le coin, hein. Eh oui, C'est quelque chose qui effectivement va merveilleusement bien. La recette la plus emblématique et la plus traditionnelle, mais franchement c'est très très bon, c'est la poulard de Bresse voilà, au vin au jaune. vin jaune et au morille. Ah En oui. cuisant ou en rajoutant peut-être même du vin jaune en fin de cuisson pour éviter que les effluves ne disparaissent trop finalement. Et c'est bien de rajouter du vin jaune à la fin pour pouvoir avoir la fraîcheur du vin jaune dans la sauce. Les morilles, magnifiques, quelques pâtes fraîches. Moi, mes beaux souvenirs marins, ça nous ramène peut-être du côté de Nantes là-bas, des langoustines rôties au curry, parce que le curry et le vin jaune, parce que ce sont des arômes que l'on a aussi dans le curry. Il y a une molécule particulière, le sotolon, qui est la même que celle du curry finalement, et qu'on retrouve aussi dans le vin jaune. D'accord. Ces langoustines rôties avec une petite crêpe de sésame, quelques pousses d'épinards frais et une sauce au curry, ça c'était juste pour moi un bonheur absolu. C'était vraiment très très bon. Mais avec le foie gras, ça marche aussi, hein. Oui, ça oui, oui, La oui. moelleux, Ouais. la densité, la générosité du vin fait que sur un foie gras, soit en terrine, soit un foie gras poêlé, ça fonctionne très bien. Un apéritif aussi. On peut faire un apéritif facilement, ça remplace avantageusement le champagne. On peut, mais bon, il y a le crémant du Jura qui est pas mal aussi. Pendant que vous parliez tout à l'heure, je me suis permis de goûter ce rosé de crémant du Jura qui vient donc de domaine Faudot à Arbois. Et franchement, c'est super agréable. Et les blancs sont assez remarquables aussi. Il faut dire qu'ils ont du chardonnay, du pinot noir. Ça rappelle un peu une autre région qui Bien fait sûr. des jolis vins effervescents un peu plus au nord, avec la même méthode, parce que c'est la méthode traditionnelle, double fermentation, et ça donne vraiment des vins remarquables. Les fromages aussi, on a évoqué, bon, j'ai évoqué le comté, c'est la logique même et l'évidence historique. Et c'est vrai que ça match merveilleusement bien. Surtout comme le comté a allez, au minimum 18 mois, quoi, et que ça crisse légèrement et qu'on retrouve le côté salin que vous avez évoqué tout à l'heure dans votre volaille croûte de sel et vanille, là, ça fonctionne merveilleusement bien, hein. Alors bien sûr, avec des plats à base de fromage plus largement, hein. Il y a des fameuses fruitières. D'ailleurs, la fruitière, c'est le nom des caves. C'est à la Oui, fois l'endroit du vin, il n'y a pas de fruits spécialement, hein, c'est plutôt le vin et les fromages, et le lait. Et c'est une région voilà, laitière magnifique. Euh, Là, j'ai aussi ce soir d'ailleurs, voilà, ici de la fruitière de Voiteur,
Mais il y a des fruitières un peu dans la plupart des villages, hein. Voiteur, c'est une très, très jolie commune qui est située à côté de Château-Chalon et qui produit effectivement des vins magnifiques. Là, on est sur un Savagnin 2014. Et ce sont des vins qui sont finalement aussi, c'est intéressant, relativement raisonnables en prix par rapport Oui, à la fonctionnalité et à l'âge auquel on le boit. c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est super intéressant aussi, hein. Hmm. Et les rouges, est-ce que vous êtes un peu familier des rouges du Jura? Alors, je suis moins emballé. Peut-être probablement parce que d'abord, j'aime bien les blancs déjà en temps normal. Et puis peut-être parce que je n'ai pas bu les bons rouges de Jura. Mais j'ai pas été emballé à chaque fois qu'on m'a fait essayer des rouges. Il y en a quelques-uns qui vont bien, comme on dit, hein. Oui. Là, j'ai par exemple un armoire de la maison Rollet, très belle maison qui a été rachetée par des Bourguignons il y a quelques années, mais qui est vraiment une très très jolie maison dans le Mésine 2016. Il y a trois cépages principaux, hein. Le Pinot Noir, qu'on a déjà évoqué, assez classique, de nos amis notamment bourguignons. Il y a également du Poulsard, qu'on appelle aussi le Poulsard, et il y a aussi du Trousseau, qui est un cépage également super intéressant, qui donne des vins extrêmement fruités, très agréables. Alors comme ça, on peut les assembler tous les trois ou les mettre séparément, hein. Il y a vraiment les différentes possibilités. Là, c'est un Poulsard. Je vais l'ouvrir, hein, tant que je suis là pour pouvoir vous en faire profiter. Mais les rouges sont intéressants aussi, hein. Il y a des producteurs qui... On n'a pas cité beaucoup de producteurs, j'avais cité quelques-uns. Vous avez vous des coups de cœur chez les producteurs du Jura que vous aimez bien? Non, parce que moi, j'achète plutôt dans les caves et puis j'achète bouteille par bouteille, quoi. J'ai pas vraiment une cave bien faite qui permettrait d'accueillir des bouteilles comme ça. Et puis, comme je remets depuis très longtemps un voyage que je voudrais faire qui me permettrait de rencontrer des initiateurs, il faut toujours être initié. Et on gagne un temps fou avec les gens qui savent et qui Ça, vous disent évitez ici, voyez voir de ce côté ici, et puis etc. Et là, on va vite. Et donc, évitez bien. Là, je vois la couleur là. Dès que vous versez, on voit. Parce que la robe est particulière aussi, hein. oui, c'est une robe très claire. Oui, Ça ne se voit pas nécessairement ici, mais autant sur le pinot noir, on peut avoir un peu plus de concentration, et pourtant, c'est pas réputé pour être concentré. On a sur le trousseau également un peu plus de couleur. Sur le poulsard, on a souvent des vins assez tendres en couleur, avec des arômes qui sont, logiquement, entre les épices et le fruit, et surtout des fruits rouges, un petit peu acidulés même. Mais franchement, c'est très agréable. C'est très spontané, quoi. On est vraiment, voilà, c'est un peu dans l'esprit des vins du Jura, quoi. Mais je pense que et, c'est aussi les Jurassiens qui sont comme ça. Ce sont des gens qui se livrent, voilà, avec sincérité. Peut-être pas facilement, mais avec beaucoup de sincérité. puis il y a des grands noms, hein. Je veux dire Victor Hugo, Proudhon, Besançon. Besançon est dans le Jura encore, je ne dis pas de bêtises, là, Oui, oui. que je ne me fasse Oui, pas oui. reprendre. Alors, Courrier, par exemple. Et les on- fruitières, ça a à voir avec le fruit du travail, non? L'étymologie de fruitière, ça a alors, à voir avec le fruit du travail ou... c'est fort possible Oui. que ça soit effectivement le fruit du travail, parce que c'est le système coopératif qui fait que chacun mène les fruits de sa terre, finalement. Voilà, c'est à ça que je voulais arriver parce qu'en fait, Et des uns ou d'autres choses. tout à fait, c'est très proudhonien, cette idée de fruitière, c'est-à-dire le fruit du travail. C'est l'aubaine chez Proudhon, quoi. C'est la définition de l'aubaine chez Proudhon. Et j'aime bien qu'il y ait aussi cette part d'histoire dans cette région, parce qu'il y a effectivement la géologie, vous avez raison, la géologie, la géomorphologie, il y a bien sûr les assemblages, les cépages, mais il y a aussi l'histoire d'un pays, l'histoire d'un peuple. Les gens qui font ce vin, ils ont été aussi produits par des gens qui eux-mêmes, etc., etc. Il y a tout un peuple, il n'y a pas que le terroir, il y a aussi un peuple, donc une histoire. Et quand on pense au Jura, notamment, on pense aussi à Pasteur. Pasteur, ses recherches, Pasteur, son travail. Oui, Puis quelques mots célèbres de Pasteur, le vin est la plus saine et la plus hygiénique des boissons. Il faut dire qu'à l'époque, c'était sûrement le cas, hein. L'eau n'était pas oui. quand même. Enfin. Et puis il a quand même évoqué la philosophie, parce qu'il a dit qu'il y avait plus de philosophie dans un verre de vin que dans tous les livres de la bibliothèque. Alors vous, le philosophe, qu'est-ce que vous en pensez de cette expression? Je suis hélas d'accord. Je pense effectivement que quand on fait des livres de philosophie avec des livres de philosophie, et je commets parfois ce genre d'erreur, on fait des moins bons livres que quand on fait des livres à partir de la vie, du réel. Et j'avais fait un livre qui s'appelait Les formes du temps, justement sur le Sauterne. Et c'est un vieux désir que j'ai de faire un jour un livre sur le vin de Jura, parce que on peut toujours faire un livre sur je sais pas, sur la lecture qu'Heidegger va faire de Leibniz quand il lit Platon. Bon, d'accord, très bien. Mais je veux dire, il n'y a rien de plus intéressant même éventuellement qu'un viticulteur qui philosophe. Pas forcément un philosophe qui philosophe, mais un viticulteur qui philosophe sur ce qu'il fait.
et qui nous dit, eh bien, dans ce vers, nous allons raconter ce qui se passe. Et de fait, il y a, je vous disais tout à l'heure, géologie, géomorphologie, mais climatologie, poétique, poésie, histoire des peuples. Tout ça se retrouve dans un verre d'un vin, pourvu que ce soit un vin digne de ce nom. C'est un catalyseur, ça cristallise, c'est un petit peu comme un diamant. Si un jour il y a un diamant, c'est parce qu'il y a eu des forces qui ont produit sur une terre liquide, enfin sur des roches liquides, quelque chose qui va rendre possible un jour ce cristal taillé. Et c'est comme un cristal taillé finalement, le vin de Jura. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de cette pureté, il y a des arêtes franches, nettes, il y a une espèce de brillance. Et même quand vous avez versé tout à l'heure, là j'ai vu la couleur, alors que c'est pas simple, on est avec nos petits téléphones portables, mais on reconnaît cette couleur, ce rouge-là. Et le jaune du vin jaune aussi, enfin le jaune du vin de Jura aussi, on reconnaît. Magnifique. Et en termes de gastronomie, avec les rouges, puisqu'on a évoqué tout à l'heure un peu la gastronomie des blancs, les rouges sont des compagnons magnifiques de cochonaille, de viande rôtie, de pâté en croûte, par exemple. Un petit pâté en croûte et un verre d'arbois rouge. Hein. Moi, je suis un vicieux du vin blanc, donc je fais plutôt avec du vin jaune, du vin blanc, enfin du vin blanc de Jura. Avec la charcuterie, ça ne me gêne pas du tout non plus. Les deux sont possibles, mais sur les styles de vin rouge qui vont bien, le Poulsard par sa fraîcheur, justement parce que c'est un vin qui est très tendre et très frais, qui peut se boire un petit peu effectivement rafraîchi également. C'est quelque chose qui peut être assez pertinent et également et que j'aime beaucoup. Parmi les vignerons également que j'apprécie, alors il y a des stars. Ganva aujourd'hui est quelqu'un qui travaille très bien et qui est reconnu par la critique, comme on dit. Pufney sont des gens qui ont vraiment beaucoup de tempérament. Rollet, Badaud, voilà, les différentes fruitières, les Macles et les autres. Tissot est un grand nom aussi qu'il faut vraiment connaître du côté notamment de Montigny-les-Arçures, à côté d'Arbois, qui font un travail remarquable sur les terroirs en mettant en scène quasiment la géologie, avec des cuvées qui portent le nom justement des argiles, des quartz et des autres. Et il y a une identité qui se développe par rapport à, effectivement à ce que l'on goûte. Le cépage savagnin, d'ailleurs, s'appelle aussi le naturé. Et je pense que c'est un synonyme, hein, le jurassien du savagnin, ce fameux cépage particulier. Et ce naturé, eh bien, ça me fait penser à nature, à naturel, à nature. Et il y a beaucoup de vignerons dans le Jura qui se mettent à travailler très naturellement, entre guillemets, qui évitent la chimie, qui travaillent en bio, voire en biodynamie. Vous êtes sensible à ces notions, justement, d'approche, j'allais dire, plus naturelle. Alors, je sais que sur la biodynamie, peut-être à cause de Steiner, il y a quelques petites réticences, mais dans cette approche un petit peu philosophique aussi, quelque part, même si c'est une philosophie particulière, c'est quelque chose qui vous parle? Alors, vous savez, je suis un philosophe très controversé. Il doit y avoir une quinzaine de livres qui ont été écrits contre moi, dont un qui est une bande dessinée des tenants de la biodynamie. Et donc, parce que j'ai fait un texte qui m'a permis, moi, de penser la biodynamie à partir de ce que Steiner en a raconté. C'est-à-dire, j'ai lu tous les textes qu'il a pu écrire sur l'agriculture et ça me paraît assez sidérant qu'on puisse imaginer qu'on puisse mettre de l'eau, par exemple, dans un récipient, le tourner dans un sens et puis arrêter et tourner dans l'autre sens d'un seul coup et créer une espèce de vortex en expliquant que cette eau, d'un seul coup, elle avait acquis des caractères biodynamiques et qu'elle n'était pas du tout la même qu'une eau qu'on n'aurait pas tournée, par exemple. Bon. Vous avez des mulots dans votre... Pardon, Michel. Sachant qu'il y a rarement de l'eau seule, même si l'eau est la base, on y met des ingrédients dans cette eau, on y met voilà, des décoctions, des infusions, des plantes, des minéraux. Ça, c'est autre chose. Et c'est pourquoi je pense que très souvent, de la même manière que je pense que les catholiques ne sont pas très au courant de leur théologie, je pense que les marxistes n'ont pas forcément lu Marx, que le livre d'Elisabeth Roudinesco, c'est sûr, n'a pas lu Freud. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui font de la biodynamie qui n'ont pas lu Steiner et qui m'ont reproché, moi, de l'avoir lu. Alors, je leur ai dit, mais vous avez le droit de ne pas faire ce que dit Steiner, mais ne m'agressez pas quand je dis que Steiner vous dit qu'il faut faire comme ça. Moi, j'ai lu les textes, vous me dites je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. L'eau dynamisée, ce n'est pas une eau qui est une tisane, théoriquement, chez Steiner. C'est une eau dynamisée dont la vertu est d'avoir été tournée dans un sens puis tournée dans l'autre. Après, si vous ajoutez des plantes, ce n'est pas du tout la même chose. Vous avez des substances, et là, il se passe autre chose. Mais vous avez les cornes de bouse.
vous avez, alors donc on met de la bouse dans une corne, et puis on met la corne dans la terre, et puis on choisit les lunes montantes, les lunes descendantes, les lunes croissantes, les lunes décroissantes. Je crois à ça. Mon père m'a enseigné que, effectivement, les croissantes, décroissantes, montantes et descendantes, c'est pas du tout la même chose. Hein. Tous les agriculteurs le savent. Oui, oui, bien sûr. Mais, par exemple, vous avez des rats ou des mulots dans votre champ, eh bien, il faut prendre un mulot, il faut tuer le mulot, il faut le brûler, et vous le mettez en poudre. Quand vous avez ces cendres-là, vous allez asperger une eau dans laquelle vous aurez mis une cuillère à café de cette poudre-là, et de manière très homéopathique, sur la totalité de votre territoire, vous n'aurez plus jamais de mulot. Je ne crois pas à ce genre de choses. Donc voilà. Maintenant, quand les gens qui font de la biodynamie me disent, mais moi, quand j'ai arrêté et que j'ai commencé j'ai obtenu ce type de résultat, etc. Je dis, oui, mais vous faites une erreur de causalité. Parce que si vous arrêtez les saloperies, les intrants, les engrais, et que vous dites, on arrête la chimie, et on va préparer la biodynamie. Je dis, mais vous n'avez même pas besoin de faire de la biodynamie. Le simple fait d'arrêter la chimie, vous aurez effectivement une terre qui va se comporter différemment. Mais ne prêtez pas au comportement de la terre une causalité qui serait la causalité biodynamique, c'est simplement parce que vous avez cessé les intrants, la chimie, etc. Donc, comme le débat n'a pas pu être possible, on m'a insulté, on m'a agressé, après on m'a caricaturé, bon, pourquoi pas tout ça. Mais tout ça suppose le principe de l'homéopathie. Moi, je ne crois pas à l'homéopathie. Je pense qu'on n'aura pas de vaccin homéopathique contre le Covid. Et c'est l'allopathie seule qui permet de fonctionner. Et donc cette idée de Steiner, la biodynamie repose là-dessus, hein, que finalement tout peut être homéopathique, sauf à convoquer la physique quantique. Et là, avec la physique quantique, tout est possible, puisque avec le fameux chat de Schrödinger, le chat peut être vivant et mort en même temps. Donc on nous explique que dans l'eau, il n'y a rien, mais du fait qu'il n'y ait rien, il y a quand même quelque chose, et que la fameuse mémoire de l'eau, elle est quand même présente, et que ce qui se passe, mais qui n'est pas visible atomiquement, etc. Donc je connais les débats avec les tenants de la biodynamie. Moi, je pense qu'ils s'ils font des vins bons, c'est pas parce qu'ils font des vins biodynamiques, c'est parce qu'ils ont arrêté de faire des vins chimiques. Ça c'est la base, effectivement, voilà. De changement de comportement. Et après, effectivement, la définition de la biodynamie, entre guillemets, elle est là, parce qu'il y a l'esprit, il y a le chemin, effectivement, en partant de la chimie pour aller vers quelque chose qui est plus nature, et effectivement, avec des principes qui ne sont pas tous peut-être intéressants à 100%, mais qui permettent, je pense que l'intérêt au moins de la bio et la biodynamie aussi, hein, c'est d'amener les gens à retourner dans la vigne, les vignerons, hein, bien sûr, de retrouver leur terre, de prendre soin de leur cépage. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est formidable parce que oui. ça passe par là. Alors, est-ce que c'est l'impact? Je pense qu'effectivement, vous avez raison, l'impact déjà d'arrêter la chimie est quelque chose qui est fondamental et de prendre soin, du coup, beaucoup plus de son environnement et d'être éco-responsable, comme on dit aujourd'hui, est quelque chose, effectivement, qui, à mon avis, est encourageant, en tout cas. Et le résultat, d'ailleurs, des vins qu'on goûte, qui sont élaborés selon cette démarche-là, hein, je ne dis pas ce principe, mais cette démarche, sont souvent, effectivement, de plus en plus pertinents. Oui, et ça, c'est moi, j'en ai bu qui n'était pas bon. Hein. Franchement, les gens qui voulaient me convaincre, quand je disais, j'ai dit à un moment donné que je n'avais jamais, les vins biodynamiques que j'avais bu n'étaient pas bons. J'en ai bu d'autres depuis, et puis ça a évolué aussi. Simplement, on m'a fait goûter des vins naturels, biodynamiques, non collés, non filtrés. C'est terrible. C'est vraiment, j'allais dire, immangeable. Parce que quand vous avez une espèce de mâche dans la bouche, parce qu'effectivement, ils ne sont pas filtrés, le collage, ça permet quand même, avec du blanc d'œuf, on n'est quand même pas dans la chimie, mais avec juste du blanc d'œuf, qui permet d'ailleurs de faire des omelettes avec les jaunes pour les gens qui font les vendanges. Mais, ou des cannelés à Bordeaux. Ah oui, bien sûr, vous avez raison. Mais là, on récupère les particules qui sont inutiles dans le vin. Donc, ces vins naturels dans lesquels on avait plein de particules dans la bouche et puis sur les dents et qui n'étaient pas bons, et on dit oui, mais vous les avez ouverts quand? Et on me dit ah, mais c'était pas le bon jour, la bonne heure. Il faut choisir, je ne sais pas, avant l'équinoxe, après le solstice, mais très exactement à 3 heures du matin quand la lune va être descendante. Vous dites excusez-moi, ce jour-là, j'ai eu envie d'un verre de vin. Je suis descendu à la cave. Non, il fallait pas, évidemment, vous êtes tombé sur le moment le moins bon pour pouvoir déguster ce vin. Donc, j'ai rencontré pas mal de gens qui avait plein de mauvaises foi pour m'expliquer que quand le vin était mauvais, ça n'était pas à cause de la biodynamie, mais c'était à cause de plein d'autres choses. Moi, je suis pour le fait, effectivement, qu'on puisse prendre ce qu'il y a d'intéressant chez Steiner. Il a écrit des choses intéressantes sur Nietzsche, je ne vais pas tout jeter chez Steiner parce qu'il est Steiner, ou même sur la pédagogie, il a écrit des choses très intéressantes. Je dis simplement qu'après avoir lu la totalité des textes, et je n'ai pas grand mérite, hein, ce n'est pas non plus 20 volumes,
mais des textes qu'il consacre à la biodynamie, j'ai pensé qu'il y avait des pistes, mais qu'il ne fallait pas être un intégriste de la biodynamie. Or, il y en a. Il y en a, mais je pense que l'évolution, c'est plutôt dans le sens que vous décrivez, Oui, c'est-à-dire de prendre les bonnes choses, de ne pas s'interdire de réfléchir aussi, hein, de ne pas suivre un dogme précis, mais d'avoir un état d'esprit pour essayer de faire le mieux possible. Et je pense que ça c'est une nette évolution quand même de la plupart du temps aujourd'hui dans la viticulture. Et ces gens-là font des vins, effectivement, qui sont assez pertinents. Moi, je suis associé dans un domaine, par exemple à Châteauneuf-du-Pape, le domaine du Seigneur. On travaille en bio et pour certaines parcelles en biodynamie. Et on essaye de tenir compte de différents paramètres, mais ce n'est pas non plus jusqu'au boutiste, le steineriste à 100%. Ça donne une orientation qui permet effectivement d'être plus équilibré, de faire plus attention à l'environnement, plus attention à la nature et de trouver effectivement ce fameux équilibre dont on parle et que chacun recherche. Parce que finalement, la philosophie, parce que je vois que le temps passe et qu'il va falloir bientôt passer à table et rendre l'antenne, mais en tout cas, la philosophie, c'est aussi quelque part une quête d'équilibre de vie. oui, bien sûr. Vous savez, pendant très longtemps, il y a eu des styles en art. Vous voyez, vous regardez l'art préhistorique, par exemple, sur des milliers d'années. Et puis après, on a parlé du classique, du baroque, du rococo, etc., etc. Et puis, au fur et à mesure, au XXe siècle, vous avez des écoles qui durent de moins en moins longtemps. Et vous avez le nouveau roman, combien de temps ça a duré? Le nouveau roman, pas longtemps. L'existentialisme, pas longtemps non plus. Et donc, on en a fini avec les écoles. Et je pense que c'est la même chose avec les vins. C'est-à-dire qu'il n'y a plus les grandes traditions d'un Bordeaux pensé tel quel. Et puis voilà, il y a eu par exemple des vins d'auteur, enfin on appelait ça des vins d'auteur, qui rendent possible justement la subjectivité d'un individu. Quelqu'un qui dit, mais moi j'ai mon père qui faisait comme son père, qui lui-même faisait comme son grand-père, on ne touchait pas à ceci, on ne touchait pas à cela, et qui arrive, parce qu'ils sont cultivés, ils ont fait des études, la plupart du parfois des études d'agronomie, et puis ils disent, mais on va prendre ce qu'il y a d'intéressant dans la biodynamie, ce qu'il y a d'intéressant dans le vin naturel, ce qu'il y a d'intéressant dans la culture classique et traditionnelle, et puis les assemblages, on va les faire autrement, c'est pas parce que c'est ce que faisait Dagno. Quand Dagno faisait son silex, là, c'était extraordinaire ce vin, il était extraordinaire. Simplement parce qu'il a envoyé sur les roses ceux qui disaient ces vins-là se fabriquent comme ça. Et ceux qui disent mais ce vin-là, il se fabrique comme on veut, pourvu qu'on fabrique un vin de Jura, qu'on exprime la quintessence du Jura, et c'est un peu tout ce qu'on a raconté, c'est-à-dire effectivement l'esprit coopératif, l'esprit de Hugo, l'esprit du rapport au temps, du rapport à l'éternité, même quand vous êtes capable de boire des vins un siècle plus tard. Vous êtes un des rares vins sur la planète à pouvoir proposer ce genre de choses. Vous pouvez aussi transmettre, c'est difficile de transmettre dans 100 ans, mais je veux dire, il y a encore des collectionneurs qui ont ce genre de bouteilles et qui peuvent les partager, mais je veux dire que ça fait quand même la part belle à la subjectivité. Notre époque fait la part belle à la subjectivité, et le Jura rend possible plus encore, je crois, la subjectivité, c'est-à-dire les vins d'auteur. Voilà pourquoi il est bon qu'il y ait des gens qui essaient ou qui essaient la biodynamie, d'autres autre chose encore, et puis d'autres qui bouleversent un petit peu les assemblages, les façons de faire, les façons de produire. Je crois que c'est un lieu d'expérimentation, parce que le Jura, parce que c'est un lieu singulier, et que politiquement, c'était déjà un lieu d'expérimentation. Je vous redis, Fourier, Proudhon, etc. Magnifique. On va peut-être conclure là-dessus. Si vous voulez. C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup, Michel. Je n'ai pas pu ouvrir toutes les bouteilles. Je regarde quelques-unes pour une prochaine visite au bistrot du Sommelier. J'avais par exemple le chardonnay, parce qu'il y a des chardonnays aussi très intéressants. Certains dans l'esprit bourguignon, d'autres dans l'esprit plus typé, un peu plus jurassien. La cuvée Arrogance, par exemple, de Benoît Badeau, ici à Poligny, était quelque chose d'assez extraordinaire. N'hésitez pas à aller découvrir ou redécouvrir cette région. Les gens sont accueillants, les paysages sont juste incroyables. On y mange bien, on y boit bien, on l'a évoqué tous les deux. Il faut se couvrir un peu. L'hiver, notamment, il fait bien frais. Mais on est récompensé parce qu'effectivement, il y a une chaleur qui se dégage quand on rentre dans les caves ou quand on rencontre les gens qui est juste extraordinaire. Donc, un grand merci. Merci aussi parce que on termine ce soir ensemble donc une série qui nous a amenés sur tous les territoires français, de la Corse à l'Alsace, en passant par le Bordelais, le Sud-Ouest, la Loire, la Bourgogne, la vallée du Rhône, la Provence, le Languedoc-Roussillon, enfin vraiment toutes les régions, ils sont passés. Et je suis ravi qu'on ait pu goûter, peut-être pas ensemble, mais en tout cas un peu à distance, philosopher un peu, ça fait toujours du bien, notamment par le temps qui court. Je pense que c'est quelque chose qui effectivement nous permet
non pas de passer le temps, mais de réfléchir au temps qui passe. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi une notion importante, chère notamment à Hugo, aux autres personnes que tu as citées tous les deux ce soir. Merci beaucoup d'avoir fait partager à notre communauté votre passion pour les vins du Jura, mais votre passion pour la vie. Je crois que c'est ça surtout le message. Entre hédonisme et effectivement épicurisme, le bonheur et le plaisir sont au rendez-vous. Et merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné cette occasion-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. C'était un plaisir. Merci beaucoup à Michel Onfray. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis pendant ces 18 émissions qui nous ont permis de faire le tour de France. On arrête ce soir un verre, une assiette, mais on va reprendre la semaine prochaine ou assez rapidement une nouvelle série de rencontres. C'est vrai que ce soir, ça a été une belle. On a rencontré un terroir, une région et puis un personnage. C'était très chouette. Et je vous donne rendez-vous, donc on va vous tenir au courant pour savoir effectivement un peu comment on va se retrouver et sur quel thème. Je remercie encore Vin et Société avec lequel on a fait ce magnifique travail. Marion Château, Christelle Leprel, mon assistante Juliette qui nous a beaucoup aidé aussi pour préparer tout ça. Toute l'équipe de l'Union de la Sommelier française, dont je suis l'actuel président. Et c'est une belle fierté et une charge aussi importante de sa confiance, et toutes les équipes de la communication notamment qui nous ont permis de diffuser largement les informations autour de ce programme, et notamment Laurent Boyer. Et puis également, donc merci beaucoup Michel. Merci à Dorothée aussi qui nous a permis de pouvoir être en direct dans de bonnes conditions ce soir. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt Michel.